Chers amis, bonsoir, merci d'être à nouveau avec nous, parmi nous. Eh bien, ce soir, toute l'équipe d'Expression Livre et votre serviteur ont le grand bonheur de recevoir à nouveau, et c'est toujours avec respect et, mon Dieu, grande joie, que nous recevons toujours Johor Amhis Yüksel. Bonsoir. Merci. Merci Je vais me permettre de vous appeler Johor pendant toute l'émission. Oui, merci de consacrer une heure en hommage à Assia Djebar, voilà, qui est une grande méritante. Ce soir, nous allons parler de votre ouvrage-essai intitulé Assia Djebar, une figure de l'aube. C'est paru aux éditions Casbah, dans une collection tout à fait particulière, et heureux bonheur de l'éditeur et de vous-même d'avoir initié cette collection empreinte, qui est une sorte de plusieurs fiches de lecture à partir d'une grande romancière ou d'un grand écrivain, oui, sur ces différents, oui, ouvrages. Finalement, c'était une nécessité. Ce sont des guides. Voilà. Ce sont des guides de lecture pour permettre d'aborder les œuvres. Surtout que l'expérience quotidienne a montré que les jeunes, bon, on ne va pas revenir sur tout ça, ne lisent pas beaucoup, mais surtout, ils n'ont pas acquis une compétence de lecture qui leur permette de lire vite et de comprendre le sens. Or, ce que je fais, je leur fais un résumé. Il faut bien qu'ils aient quand même une idée de qui sont ces auteurs algériens qui ont joué un grand rôle pour le pays. Et ensuite, pour leur apprendre à approfondir un texte de lecture. C'est une collection, j'en ai fait 10. Oui. Assia Djebar, c'est le 9e. Et ensuite, je termine avec Frantz Fanon. Je clôture. Non, ne dites pas, je termine. Je crois qu'il faut que j'arrête. Ah si, non. En fait, quand je dis ah si, non. Bon, il y a des limites. La Johor, non, bon. surtout pas. C'est vrai, non. Et c'est vrai que Assia Djebar méritait quand même surtout qu'on en parle. Il y a à peine quelques jours, c'était l'anniversaire de son décès. Quoi, donc il fallait en parler. Tout à fait. Et je crois que je fais en fait un travail de mémoire. Je suis contre tout ce qui piège la pensée, je suis contre tout ce qui fait l'omerta sur des œuvres qui sont porteuses, parce qu'elles ne correspondent pas à une conjoncture, à une idéologie. C'est notre devoir. Il faut le faire, il faut le faire. Assia Djebar est une grande dame. On devrait être heureux de savoir qu'elle est rentrée à l'Académie française, ce lieu prestigieux que tout le monde envie. Et on fait un silence là-dessus, ça me paraît vraiment aberrant. C'est un titre honorifique, excessivement glorieux, oui, oui. De par universel, on pourrait le dire. Égard pour tout ce qu'elle a écrit, égard pour tout son travail qu'elle fait à l'extérieur, et pour la représentation qu'elle donne de l'Algérie. Ça, c'était quand même important. Alors, voilà une femme algérienne qui assume totalement sa personnalité, qui assume sa liberté, et qui va aller au secours de ses sœurs, pour les éveiller, pour lutter contre cette aliénation, parce qu'on a subi quand même de nombreuses colonisations. Et surtout les femmes, moi, sans être féministe au sens politique, les femmes sont arrivées à un point où elles ont infériorisé leur soumission, elles ont intériorisé leur infériorité. Elles ne savent pas qu'elles peuvent être libres, et alors que dans le message prophétique, il y avait une grande ouverture d'esprit. On va y revenir. Voilà, on y reviendra, mais c'était juste pour vous dire quand nous évoquerons Loin de Médine, le fameux ouvrage de Assia Djebar. Alors, juste d'entrée de jeu, c'est intéressant que vous ayez intitulé, parce que il y a une référence, une figure de l'aube, parce que ça renvoie à des temps lointains. À Mohamed Dib. Non, et puis à Mohamed Dib, oui, justement, j'allais l'expliquer. Oui. Ça, c'est magnifique, parce qu'il lui a écrit... Il lui a fait un éloge remarquable, absolument extraordinaire, sur son ouvrage, effectivement. D'un de ses ouvrages. Alors, vous avez fait un choix... c'était logique, parce que l'œuvre de... C'était immense, on ne pouvait pas. Tellement, non, parce qu'il ne faut pas quand même... Pour rappel, Assia Djebar a été également cinéaste, la Nouba des femmes du Mont Chinois, Zerda également, elle a fait d'autres documentaires, elle
elle a écrit énormément comme journaliste. Elle a écrit également des essais sur différentes choses. Oui, ce qu'elle a fait est immense, effectivement. Elle a été professeure dans des universités dans les plus grandes universités américaines et du monde, effectivement. Je ne voudrais pas citer le nombre de distinctions qui lui ont été remises à travers le monde, parce que ce serait beaucoup trop long et fastidieux, mais il faut savoir que, bon, elle a été distinguée comme une des plus grandes femmes de lettres universelle. Universelle, parce que là, il ne faut pas lui coller une étiquette de... C'est d'abord une grande dame, une écrivaine. On a tendance à dire, il est de tel pays, il est de telle confession. Il faut voir autre chose. Il faut dépasser. Il faut dépasser, sinon nous sommes toujours dans le carcan, les œillères. Or, ce que Mohamed Dib, quand même, qui a une grande importance pour elle, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes allé plus loin que jamais, et surtout plus loin que nous tous. Vous avez atteint et touché notre horizon à tous, cet horizon sous lequel se profile tout ce qui fait ce que nous sommes. Et que cela ait été accompli à travers ces figures de l'aube que furent les femmes de l'islam naissant. Ce n'est que justice et n'en est que plus beau. Tandis que les hommes d'alors, grands ou moins grands, se dépensaient dans le sens de l'expansion, les femmes restaient ancrées au cœur de la révélation qu'elle couvait de leur tendresse. Alors ça, c'était à propos de son ouvrage Loin de Médine. À propos de son ouvrage Loin de Médine. Auquel vous consacrez plus de, je dirais, d'analyse profonde, parce que c'est un de ses ouvrages majeurs. Dans le choix des livres que j'ai abordés, il y a toute une démarche. On commence par Nulle part dans la maison de mon père. Ça permet de faire la jonction avec le livre Loin de Médine. On va voir pourquoi ce titre Nulle part loin. Ensuite, on a abordé le problème de la langue, la disparition de la langue française. Ensuite, on a abordé aussi la femme sans sépulture. Ouais. Et donc, contre l'oubli. Voilà, contre l'oubli. Et Assia Djebar a fait une pause en tant qu'écrivaine pour se consacrer à Loin de Médine, parce que avec la décennie noire, elle avait très vite compris que c'était les femmes qui allaient payer le plus lourd tribut. Et immédiatement, elle est retournée donc dans le plus loin, aux sources, pour essayer de rétablir un peu une vérité et montrer que le message prophétique a été dévoyé pour des intérêts misogynes, pour des intérêts personnels. Ou de succession, oui, malheureusement. Absolument. Et des femmes, il n'y a pas qu'Assia Djebar qui est allée aux sources, il y a eu Fatima Mernissi, il y a eu Nawel Saadawi, récemment il y a une Tunisienne, Ella Wardi, qui a fait un travail de recherche et de documentation pour permettre justement de comprendre ce qui s'est passé depuis tant de siècles. Voilà. Ce problème-là était très très important. Et alors, dans son livre Nulle part dans la maison de mon père, elle va montrer toute l'influence de la tradition, des aïeuls, ces voix qui m'assiègent, et elle va faire la jonction avec les femmes de Médine, Loin de Médine, où elle va retrouver ces aïeuls authentiques, si l'on peut dire, qui, à l'aube de l'islam, ont fait un travail énorme de propagation du message, parce qu'elles ont vu que ce message allait leur apporter une liberté. Oui. C'était ça qui était très important. D'ailleurs, dans la brochette de femmes qui est présentée dans Loin de Médine, ce sont des femmes qui ont joué un rôle exceptionnel, à différents niveaux. Elles étaient libres, elles étaient combattantes, elles avaient droit à la parole, elles n'étaient pas voilées. D'autant que cette notion du voile est récurrente. Et on croit que le voile, c'est propre à l'islam. Non. Tertullien, 2 siècles après Jésus-Christ, avait déjà, lui c'était d'abord un païen, il s'est converti au catholicisme, et lui, avec l'intégrisme de l'époque, parce qu'il existait aussi dans toutes les religions, il a posé le problème du voile. Pour lui, une femme qui n'était pas voilée n'avait aucune valeur pour lui. C'était donc 2 siècles après. À l'époque, le début du christianisme. Donc, ce sont ces préoccupations-là qui taraudent Assia Djebar. C'est le rapport à l'espace public, c'est
le corps des femmes, la perception du corps des femmes, le problème de la langue, d'écriture. Alors, la langue, ça va poser vraiment... Ça ne lui pose pas problème à elle, non, pas mais elle s'en explique. Elle s'en explique. Très, très bien. Dans un autre contexte, le problème de la langue ne se serait pas posé d'une manière aussi culpabilisante. Mais là, elle va montrer qu'elle est musulmane, elle connaît le Coran, elle parle l'arabe, et alors? Elle parle sa langue maternelle. Elle parle sa langue maternelle. Donc le procès qu'on lui fait, c'est vraiment n'a pas lieu d'être. C'est comme le procès qu'on a fait à Mouloud Mamri, c'est exactement dans la même démarche. Elle dérange. Il faut déranger pour avancer, sinon... mais les plus grands écrivains et les plus grands chercheurs du monde ont toujours dérangé. Hein. Alors, c'est vrai que, bon, on ne va pas prendre ouvrage par ouvrage de ce que vous avez analysé et mis à la portée, parce que vos ouvrages, c'est, je dirais, pour reprendre ce que vous dites dans Loin de Médine, hein, vous êtes une transmettrice. Hein. Ça c'est important. Le problème très important. On y reviendra sur la foi et les écrits coraniques hein, de la part plus qu'importante, essentielle des femmes hein, transmettant le message divin. Alors, nulle part dans la maison de mon père, parce que c'est juste le titre est excessivement important. Hein. Bien sûr, lorsqu'on raconte son parcours, elle se retrouve elle est en Algérie, son père instituteur, sa mère une citadine très élégante, et le des père... parents aimants, hein, et puis qui vivent bien, je dirais, leur idylle amoureuse. Hein. C'est pas un mariage, je dirais, de raison. Non, hein. Non, c'est un mariage réellement basé sur l'amour. Elle prône justement l'image du couple. Parce qu'elle a le couple de ses parents, qui est un couple harmonieux, où il y a le respect réciproque. Le père est instituteur. Donc instruit. Et ce qu'on retient dans le parcours, surtout de sa mère, au début c'était une citadine, voilée, élégante, et la fille, très jeune, raconte un peu le quotidien de Césarée, les fêtes, le hammam, etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle va montrer que sa mère avait une faculté d'adaptation, parce que par la suite, elle va assumer une forme de liberté, puisqu'elle était quand même dans un couple harmonieux. Hein, et elle va donc s'adapter très vite. Elle va apprendre à conduire. Elle va se déplacer seule, et ça aussi c'est un problème, parce qu'on n'acceptait pas à l'époque comment une femme ne soit pas accompagnée, une femme barbare pouvait être élégante. C'est vraiment toutes ces images-là qui révèlent comment fonctionnait une société biculturelle. Maintenant, la question qui se pose, le père a-t-il eu raison? Alors il y a un paradoxe avec Il y a un paradoxe, il faut le signaler. Et à un moment, Shadjebar dit peut-être que si je n'avais pas eu ce savoir-là, je me serais adapté comme les autres, formaté. J'aurais accepté parce que la nouvelle société. Le paradoxe, c'est que son père, c'est lui qui va la mettre à l'école. Hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui dit non, moi j'ai une fille, donc elle reste à la maison, elle a qu'à coudre, à faire la vaisselle et à faire le ménage. Il était avant-gardiste. Il était très avant-gardiste. Donc, il envoie sa fille pour faire des études, et elle va faire des études supérieures. Elle fera des études brillantes. Brillantissimes. Il ne faut pas oublier aussi que Assia Djebar a fait des études d'histoire. Oui, c'est une historienne, c'est vrai. Elle est quand même une femme d'ouverture. Et elle a un culte du père. Elle sacralise le père, elle le sublime. Pour elle, parce qu'il y avait une relation avec le père qui était très naturelle, très affectueuse. Elle suscitait la jalousie de ses camarades parce qu'elle était gâtée, elle était choyée, elle avait une poupée, vous voyez, des choses comme ça qui montrent justement comment le père ancre bien sa fille.
dans la nouvelle société. Mais oui. Mais c'est là où... Mais le paradoxe est là, c'était sans compter, sans le regard des autres, sans la société, et surtout sans les changements qui allaient intervenir et qui allaient poser problème. C'est ce qui s'était posé pour Mouhou Amrouche, qui était, j'aime pas le terme assimilé, mais qui vivait très bien son parcours, la langue française, tout en ayant ses racines. Et puis qui, au moment de la Révolution, s'est trouvé en porte-à-faux, obligé de prendre, de se situer par rapport à l'époque. C'est un peu la même démarche. Par exemple, le père avait ses schémas traditionnels, pas de mixité, pas de... plein de tabous. Non, mais elle-même, dans ce roman, enfin, qui est un roman pratiquement autobiographique, hein, oui. Nulle part dans la maison de mon père, qui est un de ses derniers romans, il faut le signaler. Oui. Hein, donc on voit qu'elle avait une distance par rapport. Elle n'a pas écrit, je veux dire, c'est pas un de ses premiers romans comme La Soif ou Les Alouettes naïves. Hein, c'est un roman qui a dû mûrir dans sa tête, hein, parce que je crois qu'il date de quoi, c'est son dernier ou son avant-dernier, 2007. Hein, donc on voit bien la distance. Elle dit, elle avoue, je m'auto-censure. C'est-à-dire que, oui, j'ai la chance d'avoir un père qui m'a ouvert sur l'instruction, qui m'a mis tous les livres possibles et imaginables. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui lui a mis entre les mains. Elle va devenir une lectrice, je dirais presque enflammée. Une dévoreuse de livres. Hein, c'était une dévoreuse de livres. Mais elle raconte quand même ses premiers émois amoureux. Et justement, je reviens à ça. Vous savez, c'est une femme de ma génération, quelques années près. C'est ce refus du naturel, tout simplement. Le jour, elle ne comprend... Non, je voulais surtout insister sur ce père sacralisé, et il arrive à un moment où c'est la chute, où le père d'idole est tombé. Ouais. Le jour, premièrement, lorsqu'elle avait 5 ans, elle jouait avec un petit voisin dans un immeuble protégé. Le père arrive, il pique une colère, on se demande pourquoi. Parce qu'elle avait osé montrer ses jambes. Oui. Alors là, déjà, il y a une forme d'atavisme qui ressort, et elle a très mal vécu. Elle était jeune. Et ce qu'elle a très mal vécu, un jour, elle reçoit une lettre d'un étudiant qu'elle ne connaît pas. Le père devient alors fou. Là, ça devient il devient fou. Il la déchire. Ouais. Bon, et elle ne comprend pas. Cette perte de confiance. Et ça, on a tous connu ces passages-là. Quand on n'a pas confiance en quelqu'un qui n'a rien fait, il va développer une transgression. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le père déchire la lettre, elle la recolle et elle reprend contact avec l'étudiant. Bon, là, on voit très bien la dichotomie qu'il y a entre la tradition et le désir de liberté, en fait. Et ça va la marquer à vie. Et ça va la marquer à vie. Ça, c'est vraiment un gros problème. Et Nulle part dans la maison de mon père, pourquoi elle va aller ensuite faire des études, elle va être dans un lieu mixte, donc il y a une évolution qui se fait. Et Nulle part dans la maison de mon père, ça, c'est la référence à Loin de Médine. Absolument. Et à la fille du messager, qui a été déshéritée dépossédée par des biens de son père, par une décision tout à fait arbitraire de misogyne. Et alors là, sa colère et sa révolte est immense. Et d'ailleurs, on pourra lire le passage tout à l'heure. Donc, et c'est là qu'elle s'est écrite « Nulle part dans la maison de mon père ». Or, nulle part dans la maison de mon père, cette dépossession va être vécue comme un acte vraiment traumatisant. C'était son père, elle était très aimée par son père, et le père disait « ce qui fait mal à ma fille, me fait mal à moi ». Qui a été un des discours du prophète. Et le discours, effectivement, quand le mari de sa fille voulait prendre une deuxième épouse,
il s'est refusé. Oui, il a dit non. Il dit ce qui fait mal à ma fille me fait mal aussi. Et il y avait donc dans la lecture du message prophétique une ouverture, ne pas prendre à la lettre. Il y avait quand même une grande souplesse. Et il n'a pas voulu que son gendre prenne une coépouse. Alors, l'idée de nulle part dans la maison de mon père, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on lit son roman, Assia Djebar, on dit bon, tant qu'elle n'est qu'une petite fille, c'est-à-dire qu'elle ne devient pas une jeune fille qui va devenir une femme, etc. Tant qu'elle n'est qu'une petite fille, elle est dans la maison de son père. Et puis, dès que son père s'aperçoit qu'elle elle a muté. C'est un premier moment de dépossession. Voilà, alors elle dit « Je n'existe plus dans la maison de mon père. Mon père renie mon existence en tant que femme. » ou en tant que jeune fille, c'est fini. En tant que personne propre, c'est fini. Donc je n'ai plus la place dans la maison de mon père si jamais je ne vais pas ce qu'on appellerait dans le chemin droit et moraliste, etc. Et c'est ça qui est beau. Plus gravement encore, le traumatisme sera grand lorsque il lui arrive cette aventure avec cet étudiant et qu'elle se trouve atteinte dans son corps. La première chose qu'elle dit, si mon père le sait, je me tue et je n'ai plus de maison. Vous savez, c'est une expérience de toute une génération. Ça continue encore avec des formes un peu plus, comment dire, hypocrites, mais c'est la même chose, rien n'a changé. Déshériter les filles au profit de... C'est terrible. Dans le code de la famille, ça a été soulevé combien de fois? Quelle est la raison d'exister de cette injustice au sein d'une même famille? Voilà. Donc, elle va être marquée par tous ces événements. Et ensuite, elle va essayer de montrer son œuvre littéraire ancrée dans la langue de l'autre, ce qu'elle appelle la langue marâtre. Oui, c'est une très belle expression. Une très belle expression. Et elle va montrer que c'est, comme elle le dit elle-même, c'est le lieu de creusement de mon travail. Et ce qui est intéressant, parce que nous aussi, nous avons connu ce moment-là, quand vous parlez avec quelqu'un dans votre langue, ça crée une sorte d'intimité. Tandis que prendre la langue étrangère, ça fait une sorte de rempart. Elle parle même de voile à ce moment-là. Pour elle, c'est un voile, c'est un masque. C'est un masque. On peut dire des choses dans la langue française qu'on ne peut pas dire dans la langue maternelle. La langue maternelle devient, surtout quand c'est au niveau du sentiment, etc., devient excessivement pudique. Alors, très étrangement, c'est qu'à un moment donné, et ça se retrouve dans beaucoup de ses romans, elle dit... C'est étrange parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle dominait parfaitement bien la langue arabe. Donc elle dit, il y a une sorte, là aussi, de paradoxe. Les plus beaux vers du monde sur l'amour sont écrits en arabe. Mais elle ne peut pas les exprimer. Mais je ne peux pas les exprimer, surtout quand je suis dans une sorte de cercle familial très proche, n'est-ce pas? Ou même quand bien même si j'étais avec mon amoureux. Le problème de la pudeur, c'est quand même un tabou extrêmement fort. Oui. Donc ça, c'est ce premier problème. Ce qui taraude aussi l'esprit de Assia Djebar, c'est la femme et l'espace public. Et dans Les Enfants du Nouveau Monde, il y a un passage remarquable où elle montre une femme, Stéphane, qui n'est jamais sortie de son lieu de claustration, qui ne connaissait pas les trottoirs, la rue, la société, obligée de sortir pour une raison majeure, parce qu'il fallait sauver son mari qui risquait d'être arrêté, parce que nous sommes en pleine révolution. Et cette femme qui va déambuler dans la rue va poser un problème pour elle. Elle ne sait pas comment se comporter dans cet espace-là. Et d'ailleurs, là, ça rejoint aussi un peu Frantz Fanon, qui disait à propos dans l'Ancien de la Révolution, la conquête de l'espace public, ayant à domestiquer des espaces restreints, son corps n'acquiert pas la mobilité normale,
en face d'un horizon illimité d'avenues, de trottoirs dépliés, de maisons, de voitures, de gens évités et heurtés. Cette vie relativement cloîtrée et aux déplacements connus, répertoriés et réglés, hypothèque gravement toute révolution. Alors, je vous arrête à 2 minutes, Ladjor. Je reprends un des mots excessivement importants que va reprendre très souvent Assia Djebar dans ses interviews, oui, dans ses déclarations, etc. C'est immobilisme et bon. C'est-à-dire et mouvement. Elle dit, je suis incroyablement, comme beaucoup de femmes, pas seulement algériennes, mais je suis en même temps, je veux le mouvement, ce qui est logique, hein, c'est la dialectique du mouvement. Mais il faut bondir, c'est-à-dire qu'il faut dépasser. Bondir, et en même temps, je me retrouve chaque fois dans une sorte d'immobilisme que je me crée. Parce que j'ai été élevé, société, il y a le regard, il y a les tabous, voilà, bien sûr. Alors elle dit, je suis chaque fois entre ces deux mondes où je m'immobilise moi-même, et puis alors que tout mon corps appelle la liberté, bien sûr. À bondir à chaque fois vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'aller vers la recherche de ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de modernité. Hein. Et tous ces romans, il faut le savoir. Elle parle de femmes en mouvement. Voilà. De femmes en mouvement. Et c'est son souhait le plus cher, c'est que les femmes, elle les éveille pour qu'elles puissent avancer. Donc, il y a tellement de choses à dire. Je voudrais lire quand même ce que j'avais mis en exergue, un texte d'un asiatique soviétique. Lève ton voile, montre à tous la beauté de tes traits, avec le pouvoir du savoir, tue l'ignorance, au poison d'esclavage, du mensonge des mollahs, oppose la passion de ta parole claire, fais de honte et de fureur, noircir leur front à la place du foulard, que le savoir brille dans tes yeux, ornement sans égal dans le palais des sciences et des arts. Alors ça doit être un ancien ex-soviétique ouzbek ou quelque chose comme ça. Vous savez, il y a un très fameux film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Le Premier Maître. Où on voit un maître d'école qui va dans une région très fermée, Ouzbékistan, etc., et tout ça, et qui a des petites élèves filles, où c'est un drame terrible, parce que c'est un jeune qui arrive et qui veut que les filles puissent fréquenter l'école et puissent apprendre. Et évidemment, il se retrouve devant un mur. On lui dit, pour les petits garçons, il n'y a pas de problème, hein, mais pour les filles, il y a un gros problème. Hein. Et il dit, mais non, mais attendez, là, il y a la révolution, les filles doivent absolument apprendre à lire et à écrire. On lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est bien pour la révolution, mais surtout pas pour que les filles puissent aller à l'école. Et justement, la lucidité d'Assia Djebar, c'est qu'elle a vu la régression, parce que le statut des femmes était beaucoup plus honorable bien avant. Je voudrais citer un texte d'Averroès, en exergue à loin de Médine. Notre état social ne laisse pas aux femmes la possibilité de donner leur mesure. Elles paraissent destinées uniquement à donner naissance à des enfants et à les nourrir. Cet état de servitude a détruit chez elles la faculté pour les grandes choses. Voilà pourquoi on ne voit pas chez nous des femmes douées pour des vertus morales. Leur vie se déroule comme celle des plantes. Ah, voilà une belle phrase d'Ibn Rushd, dit Averroès. Alors Ibn Rushd, c'est le XIIIe siècle, le XIIe siècle. 12e siècle. C'était le XIIe siècle. Et quand même, sur quoi on peut rebondir, dans les femmes qu'elle a choisies au temps de la Révélation, il y a la poétesse, elles sont battantes, elles sont fugueuses pour alors il y a la rebelle, comme Selma, il y a les rebelles. Il y a la prophétesse. Donc cette liste de femmes sont très représentatives. Il y a le rôle absolument extraordinaire de Fatima. Elles sont très représentatives. La Fatima, elles jouaient un très grand rôle, Fatima. C'est absolument extraordinaire. Il y a cette étoile filante qui a été la Kulthum.
personnage absolument hors du commun, qu'on pourrait presque plus retrouver. Quand elle écrit Loin de Médine, ce qui est extraordinaire et qui, à mon avis, a dû lui prendre un maximum de temps et de réflexion pour Assia Djebar, parce qu'elle touchait un problème de fond. Toucher un problème sensible, disons. Très important. C'est que elle va presque dire, dans Loin de Médine, c'est pas elle va presque dire, elle va dire, c'est absolument incroyable, parce que nous sommes en l'an 600 et quelques, n'est-ce pas, et nous avons là, je peux vous citer, et encore que celles qui sont connues, celles que la tradition orale a bien voulu, il y en a certainement beaucoup d'autres qui ont été occultées. Comment se fait-il qu'à l'époque, il y ait eu autant de femmes qui puissent prendre la parole, qui puissent se libérer, qui, par exemple, comme Selma va renier puis revenir à la religion, hein, pour 1000 raisons. Et sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne l'a pas jugé, où il n'y a eu aucun jugement de valeur. Et elle dit, maintenant, c'est parce que c'est pas pour rien qu'elle écrit Loin de Médine à ce moment-là, parce que malheureusement, dans le monde arabe, se posait ce problème-là. Elle dit, mais comment ça se fait qu'à ce moment-là, il y a eu autant de femmes à qui on pouvait laisser le droit d'expression, de dire les choses, même d'avoir des attitudes, hein, qui pourraient paraître au XXIe siècle, oh là 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 là, etc. Et qu'aujourd'hui, pour 10 fois moins, pratiquement, on les enterrait vivantes. L'une d'entre elles a osé demander au messager s'il voulait l'épouser. Oui, et il ne l'a pas jugé. Non. Et il ne l'a pas jugé. Il lui a dit, je suis déjà marié et je suis très heureux comme ça. Voilà, exactement. Ça semblerait absolument impensable aujourd'hui. Oui, effectivement. Hein? Mais de toute façon, il faut que les gens soient cultivés, que les gens soient instruits, pour ne pas s'en tenir à la lettre qui est frustrante. Il faut aller à l'esprit des choses. À l'esprit des choses. Ouais. Et je vous assure que ce livre m'avait fascinée. Ma première rencontre avec Assia Djebar est une rencontre livresque. C'était L'amour et la fantasia. C'est un livre, j'aurais aimé le faire, il aurait fallu un fascicule rien que pour l'amour et la fantasia. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rappelle l'histoire, l'occupation, etc. Et en même temps, c'est-à-dire, elle fait sa biographie en passant par un détour de l'histoire. Mais je l'ai relu quelques longues années après. Tous les problèmes qu'elle abordait dans L'amour et la fantasia, elle les approfondit dans les œuvres à venir. Hein, le problème d'écriture, le problème de la langue, le problème de l'espace. Et ce sont ces idées récurrentes qui vont parcourir toute son œuvre. Voilà. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le métier une sorte de fil rouge. Il y a une ossature dans toute l'œuvre d'Assia Djebar. Hein. Il n'y a pas un ouvrage, un roman, une poésie, hein, qui ne revient pas à ces problèmes de fond qui, pour elle, vont être... on peut effectivement lire ses premiers romans, hein, et revenir à ces derniers, et on voit qu'il y a une sorte de réponse, d'écho. On retrouve le fil conducteur. C'est peut-être pour cela qu'elle a été si décriée. Vous savez... Parfois, je dis bien parfois, heureusement que... C'est de toutes les époques, ça a toujours été comme ça. Que vous parliez de Montaigne, ou que vous parliez de n'importe ou de Rousseau, ou de Tolstoï, dans l'histoire de Victor Hugo, on retrouve toutes ces démarches-là. Et même quand on lit des ouvrages, je ne sais pas moi, de Tabari, de Belbadis, c'est vraiment un monde à découvrir. Un monde à découvrir. Puisque vous parliez de poésie, j'ai retrouvé un poème d'Assia Djebar. Je vais voir si je le retrouve. Si je le trouve. Et je voudrais qu'on parle surtout de l'Académie française. Moi, j'aimerais qu'on parle, parce que ça, c'était pour moi un de ces livres aussi, toujours avec... c'est Vaste est la prison. Oui, alors je vous lis le poème et je reviens à Vaste et la prison. Et après, on discute de Vaste, parce que c'est vraiment sur la question de l'écriture.
Vaste est la prison. Voilà. Donc, un poème. La menthe et l'olivier ont reverdi le sentier. Te souviens-tu des palmiers, de la chamelle et de son lait? Mon amour, que j'ai appelé frère, toi qui es mort à la guerre, nous aimions, nous aimer naguère, aux portes bleues du désert. La menthe et l'olivier ont reverdi le sentier, les femmes sont à la fontaine, tous les matins de la semaine, le soleil couche au cimetière, je n'y fais jamais de prière. Te souviens-tu des palmiers, de la chamelle et de son lait? Donc, j'ai trouvé... Elle a écrit, il y a eu des petits poèmes, mais ils n'ont pas été... Oui, il y a un ouvrage poétique Ils même. n'ont pas été publiés. Alors, vous voulez qu'on reparle de Vaste et la prison? Vaste est la prison parce que c'est un de ces, je dirais presque, romans quasiment essais sur la question de l'écriture. Est-ce que l'écriture l'a-t-elle libérée de ces... C'est un problème. Ou parce qu'à un moment donné, elle dit... Pourquoi on écrit? Ça c'est toujours posé pour tous les écrivains. Ouais. Mais pour elle... Mais il y a deux questions chez elle. Il y a la question générale de l'écrivain qui se pose cette question. Bon, est-ce que franchement, ça peut me guérir, ou me libérer, ou m'apporter quelque chose le fait d'écrire, n'est-ce pas? Mais elle a eu des moments de découragement. Elle a eu des moments de déprime très forts. Pas une vie très simple. Et dans une intervention que j'avais faite, elle s'intitulait « J'écris pour me frayer un chemin secret ». Donc, pour se frayer un chemin secret, c'est vaincre des difficultés. Elle les explicite dans « Vaste est la prison ». Quels sont ces obstacles qui font qu'elle ne peut pas avancer normalement? Alors, elle va même encore plus loin. C'est parce qu'elle dit, à un moment donné, dans Vaste est la prison, elle dit, bon, est-ce que mon travail d'écriture me libère-t-il, m'a apporté quelque chose, et me libère-t-il, oui, ou ne m'amène-t-il pas vers une sorte de chemin d'exil? C'est-à-dire que je suis en train de m'exiler de mon monde premier, c'est-à-dire de son monde de Chénois, Churchill, Césarée, etc., et tout ça, de ses aïeuls surtout. Elle se pose cette question, elle dit... Il n'y a pas une fracture ou une coupure. Est-ce que en écrivant, d'abord parce qu'il y a un problème de langue, et secondo, en posant sur le tapis tous ces problèmes concernant les femmes, etc. Est-ce que je ne suis pas en train de me mettre en exil de mon monde? Parce que la société n'évolue pas normalement. Il y a eu trop de fractures sociales, trop de fractures historiques. Il y a un moment où on est obligé de passer à autre chose. Et l'écriture, pour elle, elle l'a ressenti comme un exil. Et dans ces moments de découragement, elle s'est souvent demandé à quoi sert que j'écrive. Hein? Et... elle en parle beaucoup, d'ailleurs. C'est parce que le français, d'abord, lui a permis de parler de choses taboues. Oui. C'est ça pour elle. Ça a été pourtant une liberté. Non, ça a été une liberté pour elle. Il y a eu même une transgression pour elle. Elle se dit, bon... Et puis ça lui a permis... aussi, elle le dit très clairement, elle dit ça m'a permis de m'ouvrir sur, encore une fois, c'était une papivore, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle lisait énormément. Donc elle dit, heureusement que j'ai pu apprendre cette langue, parce que cette langue m'a permis de pouvoir lire des auteurs universels que je n'aurais certainement pas pu lire autrement. Parce qu'il faut savoir à quelle époque on est. On est dans les années sous le colonialisme. Donc il n'y a pas de traduction de Tolstoï en arabe, malheureusement, en Algérie. Dit, j'écris pour briser le silence et en continuité de mon silence. Donc, ce qu'elle ne peut pas exprimer dans une société pleine de tabous, puis les aïeuls sont là, qui sont des remparts. Lorsqu'elle dit d'ailleurs, elle en parle d'ailleurs, j'écris pour encercler ce qui est cerné. Vous voyez, cette histoire d'encercler, il y a une polysémie. Est-ce que encercler pour se protéger, ou au contraire pour se libérer de ces voix qui l'assiègent?
C'est un paradoxe quand même. Il y a ce qu'elle appelle la langue silencieuse. La langue silencieuse, effectivement. C'est un peu aussi le fait qu'on ne peut pas dire, parce qu'il y a trop de tabous, et pourtant dire est un besoin. Et comment le dire? Elle le dit dans la langue française. Mais elle est constamment dans son inconscient assiégée par les voix des aïeuls qui la jugent. Alors, ce qui est paradoxal, ce sont des femmes cloîtrées et on dirait qu'elles ne supportent pas une femme qui ne l'est pas. Et elles sont toujours en train de juger la femme qui se libère. Ça, c'est aussi un énorme problème qui se pose pour elle. Parce qu'elle a envie d'être libre. Oui. Voilà, elle a envie d'être libre. Mais libre au sens le plus entier du terme, c'est-à-dire affirmer sa parole, s'exprimer. Bien sûr, mais il y a toujours des limites. Il y a toujours des limites. On ne peut pas effacer tout ce qui est de l'éducation. Mais c'est ce qui va être toute sa vie. Hein. Toute sa vie. Il y a même, bon, on va pas faire du people, mais bon, Assia Djebar, elle va être aussi dans une sorte de paradoxe, parce que en même temps, elle a vécu toute son enfance et sa jeunesse avec des parents qui était un couple tout à fait harmonieux, donc elle va toujours dire formidable. Non, elle va toujours dire formidable, c'est effectivement vivre en couple harmonieux, c'est magnifique, etc. Et elle va avoir une vie pas toujours très heureuse quand elle-même va vouloir vivre en couple. Ça n'a pas toujours été quelque chose qu'elle a... à un moment donné, elle dit je voulais vivre en couple, mais je me demande si c'est pas moi qui ai créé cet enfermement. Oui, oui, c'est ça le paradoxe. On est tiraillé entre la tradition et une sorte de modernité. Et la modernité. Et alors c'est très très difficile quand on a une société du regard, une société qui vous juge. Même le père, à un moment, dans la voiture avec sa femme, ne passe pas dans un endroit où on peut la voir en train de conduire. Voilà, où on peut la voir, c'est-à-dire un homme accompagné de sa femme. Il ne faut pas oublier que dans les années... écoutez, moi, vous devez vous en souvenir, mais ceux qui étaient aisés, qui avaient des voitures à l'époque du colonialisme, il y avait des rideaux. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. Bien sûr, on se rappelle. À l'arrière, il y avait des rideaux qu'on tirait quand c'était des femmes qu'on conduisait. Oui. C'est absolument extraordinaire. On est le fruit d'une société parce qu'on ne l'assume pas. Alors, parce qu'il y a des forces beaucoup trop alors, au niveau symbolique. Surtout. Oui, mais alors ce qui est très étrange aussi chez Assia Djebar, c'est que, on pourrait comprendre qu'elle vive comme ça, toujours entre deux mondes, hein, culturels et même au niveau linguistique. Oui. Hein. Mais c'est qu'elle va passer quand même beaucoup de temps hors Algérie, et ça va la poursuivre. C'est-à-dire qu'elle va être professeure, par exemple, à Bâton Rouge aux États-Unis, etc., où là, le problème de la société publique s'en fichait complètement, la façon dont elle aurait à s'habiller ou à parler, etc. Eh bien, pas du tout. Elle va continuer dans sa tête à se dire peut-être qu'il y a ce qu'on appellerait l'ombre du père qui serait là pour la juger. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir à une terrasse de café? Je suis à Bâton Rouge ou à New York. Il y a une sorte d'hésitation, je dirais. Non, mais il y a une force symbolique du tabou que vous ne pouvez pas briser. Non. Surtout quand on est dans des sociétés patriarcales. C'est vraiment un rempart que vous ne pouvez pas dépasser. Ou alors, vous vous dites... Je le fais, mais je perds tout ce qui est mes racines profondes. C'est vraiment, comment vous dire, c'est perturbant. Ça perturbe. Bon,
C'est comme... il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait pas par quel bout prendre. C'est pas grave. Elle parle d'ailleurs des blessures mémorielles. Oui. Lorsqu'elle revient à Césarée, sa ville de naissance, pour tourner un film, ça va être un tournant extrêmement important dans sa vie, parce qu'elle est obligée d'aller dans les Deschrat, dans les montagnes, où elle va retrouver ses tantes, ses aïeules, qui parlaient encore berbère. Et ça a été pour elle une leçon. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle a senti le ressourcement et le besoin des racines. D'ailleurs, dans un de ses livres... c'est La femme sans sépulture, où voilà. elle va retrouver Cherchel, Césarée. En réalité, elle va aller à la recherche de cette femme qui était une grande militante, qui est partie elle au maquis, était dans la mémoire collective. Elle était dans la mémoire collective, mais rien n'avait été personne n'en avait parlé. Absolument. C'est absolument extraordinaire, c'est-à-dire que elle va aller à chercher, elle va dire, bon, est-ce que tout le monde connaît telle personne? Bien sûr, etc. Oui, mais pourquoi personne n'en parle? Il n'y a même pas un monument, il n'y a rien. Et on ne sait même pas où elle est enterrée. C'est ça le drame de la Révolution. C'est-à-dire, c'est de se dire, effectivement, c'est un petit peu comme si on disait vous connaissez la Kahina? Bien sûr. Bon, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas très bien. Oui, voilà, c'est absolument extraordinaire. Vous savez, c'est un petit peu la phrase qu'avait dit ce grand cinéaste Jean-Luc Godard un jour quand il passait à une frontière de pays à l'autre comme ça, et puis le gars de la PAF le regarde, lui dit « Vous êtes Jean-Luc Godard ?» Il lui dit « Oui, pourquoi vous avez vu un de mes films ?» Il dit « Non, jamais. » Il dit « Mais d'où vous savez que je fais de bons... » Il lui dit « Quand même, vous êtes Jean-Luc Godard. » Je dis, mais est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Non, mais ça n'a aucune importance. Eh bien, c'est un petit peu ça. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, en tant qu'historienne, elle va poser la question, par exemple, dans La femme sans sépulture, elle va faire appel à Jugurtha, à Massinissa, à tous ces grands noms. Elle va rétablir la jonction historique. Ah, voilà, tout simplement. Elle va dire, mais attendez, est-ce que... c'est un cri d'alarme, elle tire une sonnette d'alarme à un moment donné en disant est-ce que véritablement notre jeunesse connaît notre histoire? Parce que là, il y a un problème. Hein, parce que je crois qu'ils confondent l'histoire avec ce qu'on appellerait la légende. La légende. Eh ben, la légende, oui, c'est bien joli. Et d'ailleurs, souvent, en parlant justement de la Kahina de Famen Soumer, lorsqu'elle parle des femmes de Médine, souvent, elle fait la comparaison avec les femmes berbères. Absolument. Parce qu'elle porte en elle la liberté. Oui. Et en face de ce besoin d'être, il y a des forces de non-être qui l'empêchent de faire ce qu'elle veut. Par exemple, comme disait l'empêcher de s'instruire, elle est en état... De parler, tout simplement. De parler. Elle est en état d'inexistence et surtout, elle n'existe pas. Et quand on n'entend pas sa voix, quand on ne la nomme pas, c'est une manière aussi de l'effacer de l'espace public. Combien de maris n'appellent pas leur femme par leur prénom parce que c'est comme ça dans la tradition, c'est Dar, c'est Moulbété, des trucs comme ça. Voilà. C'est pire, c'est Dar. C'est des choses ce sont des tabacs, c'est des empreintes. Des empreintes. Et je vous assure que c'est difficile. Même des générations qui ont vécu à l'étranger 30 ans, 40 ans, comme on vit à l'étranger, lorsqu'ils reviennent dans leur pays d'origine, ils sont repris par le tabou. Remarquez, vous dites, beaucoup d'hommes ne prononcent pas le prénom de leur femme et disent Dar. Moulbété. Ou Familia, etc. et tout ça, mais dans Vaste est la prison, quand elle est dans un hammam, elle entend aussi une femme qui, elle, en a tellement, elle a une telle haine pour son mari qu'elle ne le nomme pas non plus, mais elle le nomme d'une autre façon, l'ado, c'est-à-dire l'ennemi. Ça a marqué Assia Djebar parce qu'elle vit dans un milieu
favorisée, où il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a une entente dans le couple. Et lorsqu'elle entend cette dame obligée de rentrer parce que chez elle, elle avait l'ado, alors elle s'est posé la question qui c'était l'ado, c'était son mari. Et ça a travaillé. L'ado, c'est terrible. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, on ne sait plus. Et alors, à propos de la langue, voici très rapidement, parce que nous arrivons malheureusement au terme de l'émission. On n'a pas parlé de l'Académie du discours. Alors elle dit: les aïeuls, mes gardiennes, mes remparts, le français si neutre me tiendrait lieu de voile, dévoilé, mais masqué par la langue étrangère. La langue française n'est pas rejetée, elle est devenue une arme pour se dire, pour se révolter, pour s'affirmer en tant que personnalité entière et libre. Rapidement, je voudrais dire 2 mots sur le discours à l'Académie française, où, après avoir fait l'éloge de Georges Vedel, un grand juriste, et vraiment cette notion de droit était donc dans ses balbutiements, c'est un homme, un humaniste, et plus elle fait l'éloge de celui de son prédécesseur, plus cela rejaillit sur la notoriété d'Asia Djebar, parce qu'elle va occuper le fauteuil d'un homme prestigieux. Tout à fait. Mais ce qui était habile chez Asia Djebar, et ce qui était aussi une preuve que c'est une personne intellectuelle, et c'est d'aborder le problème de la colonisation dans une académie des immortels. Et bien, grâce à l'académie, elle est devenue quand même immortelle, même s'il y a des tentatives d'oubli. On n'oubliera pas, impossible. Il ne faut pas oublier. C'est une référence pour la jeunesse. Bien Attention, c'est une référence. Bien sûr. Et puis elle a été une source d'inspiration pour beaucoup d'écrivains. Tout à fait. Maïssa Bey vous dira, c'est grâce à Asia Djebar que j'ai eu envie à mon tour de dire. On n'osait pas avant. Oui, et nous sommes, de ce qu'on appellerait le monde maghrébin ou le monde arabe, le pays qui a le plus de romancières femmes. Et je conseille, en toute langue. Je conseille vraiment de lire ce discours à l'Académie française où elle fait référence à l'histoire prestigieuse de l'Algérie, de ceux qu'on appelait des barbares. Ouais. Et c'est une barbare qui est en train de donner des leçons d'histoire. Parce qu'elle est historienne, toute sa connaissance historique, elle va la mettre en œuvre dans ce discours. C'est rien que le... Ah oui, il faut le lire. Le discours, on le trouve sur Internet. Le discours aurait mérité... Une émission... Non, mais moi, dans ma démarche, je fais la promotion de la lecture. Beaucoup de gens m'ont dit... Quand vous passez, après j'ai envie de lire le livre. Je crois que ma démarche... C'est le but. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé, lecteurs, auditeurs et passants, parce qui ont compris ma démarche et qui m'encouragent. Et que je les remercie pour s'intéresser à la culture. Merci mille fois, Djawara Souksel. Merci mille fois. Toujours un immense plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Expression Libre. Je rappelle le titre de votre ouvrage, de votre essai, Asia Djebar, une figure de l'aube. C'est paru aux éditions Casbah dans la collection Empreinte. Merci encore mille fois. Merci. Voilà. Merci. Il faut un peu plus de temps, mais ça ne fait rien. Pour revenir aux femmes de Médine, elles ont été éveilleuses de silence. Oui, tout à fait. C'est très important. Juste un bref petit point d'information. Le premier roman d'Asia Djebar, La Soif, eh bien, une maison d'édition, la maison d'édition Balzac vient de le rééditer alors qu'il était tout à fait introuvable. Eh bien, Dieu merci, maintenant, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies à travers le territoire national et c'est une excellente initiative. Voilà. Merci mille fois de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Libre. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. À mardi soir prochain, à la même heure, pour la même punition. Bonsoir. Merci.